Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous, émission en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise. Dans nos rubriques habituelles, bien dans son job, être un équilibriste. On va tout vous expliquer, ou l'ambition de vouloir tout. Bah oui, c'est souvent un tiraillement pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui sont en entreprise. On en parlera dans quelques instants. Smart et Réglo, la délégation de pouvoir, qu'est-ce que c'est? Quelle est son utilité? On en parlera avec une avocate dans notre rubrique. La pause café, ça nous concerne tous. Vous savez, ce sont les petites fournitures, les crayons, les stylos, les ramettes de papier. Il en manque, on ne les trouve pas, on est au téléphone. Fanny Griesmer va nous expliquer tout cela. C'est un sujet de notre vie quotidienne en entreprise et je sais que vous êtes concernés par ce sujet. Le cercle RH, on monte la caméra et on s'intéresse à la philosophie en entreprise. Bah oui, qu'est-ce que c'est un philosophe en entreprise? Tiens, c'est possible qu'un philosophe puisse parler de l'entreprise. On en parlera justement avec deux philosophes en entreprise, auteurs de livres. Ils seront nos invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, le service civique, on connaît, mais le service civique intergénérationnel, on vous explique tout à l'initiative de cette association Unicité. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, oui, on peut être bien dans son job. On en parle avec Sandra Fillaudo. Bonjour Sandra. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Alors, vous avez une histoire dans l'entreprise, on va en parler dans quelques instants. Puis ensuite, vous avez renversé la table. Vous nous expliquerez pourquoi. Vous êtes créatrice d'un podcast qui est très vu, qui s'appelle Les Équilibristes, qu'on peut retrouver sur www.leséquilibristes.com, qui est une porte d'entrée, évidemment, pour partir à la rencontre de Conscious Cultures. Pourquoi d'avoir utilisé le mot anglais? Tiens, parce qu'on a fait la semaine de la francophonie avec Fanny Griesmer. Pourquoi? Parce que j'ai grandi aux États-Unis et c'est un clin d'œil aussi à toutes les inspirations qui me viennent sur les sujets que j'aborde dans cette entreprise et dans mon podcast. Donc un pied aux États-Unis, un pied en Europe et en France. D'abord un mot, c'est intéressant, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui, mais tout ça est toujours un cheminement un peu complexe. Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui dirige, qui est patronne, enfin manager dans une entreprise américaine, ça cartonne, vous avez une vie incroyable, puis un jour, pouf, vous décidez de tourner la page. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pouf, j'ai eu un enfant et en fait, et tout le rythme que j'avais et les exigences de mon poste, j'ai été promue en même temps que j'ai eu mon fils et les exigences de mon poste se sont très vite un peu retrouvées en confrontation avec la vie par ailleurs que j'avais envie de mener. C'est-à-dire beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements? Beaucoup en déplacement. Oui, pour aller voir les clients. Aller voir nos clients, nos distributeurs et au bout d'un moment, assez rapidement, je me suis dit mais en fait comment je fais pour... Ça veut dire quoi en fait l'ambition maintenant que j'ai ce petit bonhomme à la maison et maintenant qu'aussi, en fait, toute ma vie ne tourne plus autour de mon travail. C'est une révolution intérieure que vous avez vécue. Oui, mais que vivent beaucoup de personnes, en fait. Ouais. Mais vous assumiez le fait d'être une femme ambitieuse? Oui, j'assume. En fait, je me représentais pas les choses comme ça, mais oui, pour moi, je travaillais, j'avançais, j'avais envie d'embarquer les gens avec moi, j'avais envie de faire avancer mes sujets dans l'entreprise. C'est plus comme ça que je me cadrais les choses qu'autrement. Ouais. À un moment donné, vous êtes posé. Vous avez regardé cet enfant, forcément il y a eu ce rapport un peu intime, et puis vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? C'est ça qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé, il y a eu une grosse fatigue aussi, parce que j'étais beaucoup en déplacement, et je me disais, quand je rentrais, il était hors de question pour moi de prendre du temps pour moi, de faire ce que j'aimais faire, parce que je culpabilisais énormément de ne pas être là. Donc plus d'espace pour vous, plus rien pour vous? Plus rien. Une plante desséchée, c'est comme ça que je me décrivais à la fin à la fin quand j'ai décidé de partir, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on réinvente autre chose en fait? Comment on fait pour nourrir, choisir tout, mais en fait nourrir toutes les facettes de sa vie. Comment on redéfinit une réussite qui soit pas au détriment, une réussite professionnelle qui soit pas au détriment du reste de la vie en fait. Pour ceux qui nous regardent, il y a des femmes managers, chefs d'entreprise qui sont la tête dans le guidon depuis le Covid. On peut concilier tout, c'est possible? C'est une espèce de monde parfait. On a l'impression même quand on est un homme que c'est impossible. Je crois qu'il n'y a pas de monde parfait et je crois que la seule clé c'est cette notion de réajustement en fait et de se dire rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. On peut avoir des coups de bourre au travail, mais en fait toujours avoir la conscience, toujours avoir bien en ligne de mire ce qui est important pour soi. Donc ça peut être sa famille, ses passions, ses amis, enfin tout un tas de choses. Et c'est toujours être dans le réajustement et dans le rééquilibrage, d'où cette notion d'équilibriste, parce que j'aime bien cette idée-là. Oui, c'est vrai, on est sur un fil. On est sur un fil, on est toujours en train de réajuster pour avancer. Rien n'est jamais posé, figé.
Donc ce moment de réflexion, de pause, de révolution intérieure, bien vous le transformez par Conscious Culture et le podcast. Ça commence par quoi? C'est le podcast. C'est le podcast. Pourquoi c'est un besoin de décharger, de déposer ce que vous saviez? C'est quoi l'idée? Non, l'inverse, c'était l'envie d'entendre les autres. Ah, d'aller chercher aussi du retour. L'envie d'entendre les autres, j'avais beaucoup accroché avec d'autres podcasts américains, beaucoup, et puis certains premiers podcasts français, et je me disais le pouvoir d'entendre l'histoire des vies des autres. Et c'est fou parce que moi, ça me donnait des ailes. Je me disais, ok, ça, je peux le faire, ça, je peux essayer, ça, je peux. Voilà. Et je me suis dit, en fait, on n'entend pas assez des modèles qui incarnent une forme de nuance, qui ne soient ni les working moms qui finissent à 21h et voient pas leurs enfants, sans aucun jugement, mais c'était pas mon choix. C'est pas ce que vous aviez choisi, on vient de l'entendre, bien sûr. Ni celles qui se disent, ça rentrera pas, donc je renonce et j'arrête de travailler, et voilà, je priorise ma famille, ce qui n'était pas mon choix non plus. Oui, c'est votre philosophie, c'est de l'équilibriste. Ouais, c'est entre tu peux faire les deux. Mais comment? Et alors comment d'ailleurs? Comment on fait? C'est quoi les conseils que vous donnez? Parce qu'il y a le podcast, si vous écrivez, il y a un vrai travail de conceptualisation. Comment on fait? C'est cette notion de réajustement dont je parlais, et je crois que ça passe aussi beaucoup par le fait de très bien se connaître et de se décharger petit à petit de tout un tas d'injonctions et de choses dont on a hérité, de schémas un peu calqués sur ce que doit être une bonne mère, de ce que doit être le travailleur idéal en entreprise, et d'arriver un peu à se recréer sa propre définition, mais ça prend du temps. Casser les murs. Casser les murs, oui. Conscious Culture, là, c'est l'entreprise. Donc, vous prenez votre petite mallette, votre petit sac, vous êtes chef d'entreprise, et on vous appelle, vous vous déplacez. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les entreprises qui, d'abord, ont vu votre podcast, parce que certaines femmes suivent votre podcast de très près, c'est très, très vu, et se disent, mais c'est génial, il faut l'inviter. Qu'est-ce qu'on vous dit quand, la première fois, vous entrez dans l'entreprise? Alors, souvent, on vient me voir. Il y a aussi une tribune que j'ai écrite pour Welcome to the Jungle qui m'a aussi ramené pas mal de qu'on connaît bien. gens. Ouais. Et en fait, on vient me voir en me disant 2020 a été quand même l'année qui a fait exploser les sujets dont on parle, d'équilibre vie pro, vie perso. Surcentré. Ouais. Même si je ne suis pas fan de cette expression, mais quand même, elle a le mérite d'être claire. L'année 2020 a fait exploser l'intérêt pour les entreprises de se préoccuper de ces sujets-là, parce que l'année a créé une grande souffrance chez pas mal de salariés, en particulier les parents. Et donc on vient me voir en me disant on veut accompagner nos salariés, donc c'est tout nouveau. Donc je pense qu'on est dans une phase un peu d'évangélisation, de se dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent bien, pour que les gens se sentent mieux. Et il y a aussi une phase de ok, maintenant comment nous on se transforme, comment est-ce que nous on tient compte de ça et comment on réécrit le travail, comment on réécrit la manière dont on travaille. Mais ça ne peut marcher que parce que c'est vous, non Sandra, j'ai le sentiment, parce que j'imagine que vous utilisez votre propre exemple pour dire mais regardez-moi, j'imagine. Non, pas seulement mon propre exemple, j'utilise aussi beaucoup ce qui se passe ailleurs en fait. Et je crois beaucoup à l'expérimentation. Je crois beaucoup au fait de se dire on va tester, on va essayer. Et si on essayait telle chose par exemple, si on se disait que dans la journée il y a des crédits, il y a des moments où on peut s'occuper de tâches perso par exemple. Qu'est-ce qui se passe? On essaye sur quelques semaines. Tâches perso, ça serait quoi par exemple? Je sais pas, par exemple faire des courses ou aller prendre des rendez-vous qu'on a besoin de faire. Enfin, pas tout repousser en fin de journée ou faire au tout début de la journée. Je sais que, j'interroge beaucoup ma communauté là-dessus, ma communauté sur Instagram et de gens qui écoutent. Combien là? Vous êtes écouté comme ça qu'on sache un peu l'audience que vous avez? Je suis à 10 000 écoutes par mois à peu près. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Et sur l'ensemble des réseaux? Oui. Ouais. Donc ça veut dire que quand vous mettez le thermomètre, vous avez tout de suite un retour de température. Petit à petit, ça grandit, c'est petit à petit. Mais vous avez des retours aussi de femmes qui vous disent, mais ok, moi Sandra, j'adore ce que vous faites, mais moi j'y arrive pas dans l'entreprise parce que j'ai un manager, parce que j'ai un patron, parce que j'ai des obligations de résultats, et en fait tout ça c'est sympathique, j'aimerais bien la trouver cette heure pour faire les courses, mais je l'ai pas. Comment on fait là? Alors ça c'est une bonne question, et en fait c'est une question qui est un peu au cœur c'est pour ça que j'ai voulu créer mon entreprise, parce que je me suis dit ok, ça suffit pas d'aller interroger les gens. C'est l'étape supplémentaire. Oui, on peut faire tout le travail sur soi qu'on veut. Il y a un moment, les structures... Finalement, le travail, il a été créé dans les années 50. Schématiquement, les femmes étaient à la maison, les hommes étaient au travail. Clairement. Les femmes sont sorties de la maison. Personne n'est revenu à la maison pour suppléer et faire... Donc la femme a dû faire le boulot quand même. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Ça a un peu changé ou pas? Vous qui avez quand même cette vue panoramique, ça change, ça évolue, non? Ça change, bien sûr que ça change, mais pas partout. Enfin, moi, je me sens privilégiée dans ma famille, mais je sais qu'il y a plein d'auditrices qui me disent, mais chez moi, c'est pas comme ça. Ou
ça change doucement. Et encore une fois, c'est tous ces schémas, toutes ces représentations qui pèsent lourdement. Et on l'a vu avec le Covid, c'est les femmes qui ont repris en main la plupart des tâches, tout ce qui incombait à la vie familiale, et c'est les femmes. C'est connu, hein, c'est l'histoire pendant la guerre, c'est les femmes hein, qui étaient dans les usines, c'est les femmes qui géraient, on le sait, puisqu'on est en guerre, puisque c'est la manière dont on nous a présenté l'événement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, j'ai fait le bon choix? Vous, à titre personnel, vous dites, je ne me suis pas trompé. Ah oui, sans aucune hésitation. Oui. Je pense qu'on est au tout début d'un mouvement de fond, en fait, vraiment de quelque chose qui va changer. L'épisode qui sort aujourd'hui, c'est l'interview d'une femme qui s'appelle Céline Alix, qui a écrit un livre qui s'appelle Merci mais non merci, qui décortique ce mécanisme ce mouvement de fond de femmes qui ont des très beaux postes et qui quittent les entreprises en disant je n'en veux plus de ces jeux de pouvoir, de l'inefficacité des réunions, de cette perte de temps. J'ai réussi. J'ai prouvé que je pouvais faire comme les hommes, puisqu'il y a ce rapport-là aussi. Mais bon, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je vais construire autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Je vais construire autre chose qui sera bien plus efficace, ou tout aussi efficace, mais selon mes conditions. On réinvente les choses. Sandra Fiodo, avant de nous quitter, vous êtes en train de nous dire très gentiment que cette révolution en profondeur, ce sont les femmes qui vont la faire. Je pense que c'est les femmes qui vont peut-être l'initier, mais je pense beaucoup à la mixité. Enfin, je crois beaucoup à la mixité. C'était d'ailleurs un processus dans les équilibristes. Les hommes prennent la parole aussi. Ah bah, c'est aussi. C'est pas communautaire. Pas du tout. Et plus on les inclura, plus ça sera efficace. Parce que si nous, on peut plus investir le travail, il faut que les hommes puissent davantage investir la maison aussi. C'est un plaisir de vous accueillir avec cette énergie que vous transmettez dans vos paroles. Allez écouter, évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, les podcasts. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui donc sur l'histoire de Céline Alix. Je crois qu'on l'avait reçu, me semble-t-il. Sandra Fiodo, le podcast Les Équilibristes sur l'ensemble des réseaux. Allez vous connecter sur Insta, j'imagine sur Insta, sur l'ensemble des réseaux. Et puis fondatrice de Conscious Cultures. Je pense que je dis moins bien que vous qui êtes franco-américaine. Merci d'être venue sur notre plateau. On va revenir au droit. Le droit, rien que le droit. Ne bougez pas. Le droit, rien que le droit, smart et réglo. C'est notre rubrique juridique. C'est tout de suite. Smart et réglo avec notre invitée Nathalie Attias, avocate et présidente fondatrice de mesaccords.com. Alors je le dis maintenant parfaitement, vous avez vu Nathalie, c'est formidable. On va parler d'un sujet technique, la délégation de pouvoir. D'abord, tout simplement, qu'est-ce que la délégation de pouvoir ? La délégation de pouvoir, c'est un acte par lequel une personne va déléguer son autorité à une autre personne. Et donc, ça va permettre au délégataire, donc le bénéficiaire de la délégation de pouvoir, donc on a le délégant, celui qui délègue, le délégataire, celui qui reçoit la délégation. Donc le délégataire va pouvoir exercer l'autorité en lieu et place du délégant. C'est quoi l'idée de base quand on a créé la délégation ? Vous allez comprendre et vous allez voir à quel point c'est important. Bah oui. La délégation de pouvoir, à la base, en amont, il faut que vous sachiez que beaucoup de règles du droit du travail ont pour origine cette fameuse obligation de sécurité dont je vous parle souvent, qui est une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'employeur a l'obligation de garantir la sécurité et la santé de ses salariés. Avec la liste des référents que vous aviez fait la fois dernière. Absolument, notamment. Longue liste. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus simple, mais il y en a d'autres. Il y a tellement d'obligations en droit du travail, on ne maîtrise pas à quel point c'est l'obligation de sécurité qui est notamment, par exemple, le forfait jour. Oui. Le forfait jour, c'est une obligation pour l'employeur de s'assurer que le salarié que son état est compatible avec la charge de travail qu'on lui donne. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est parce qu'en amont, on doit veiller à sa santé, à sa sécurité. Donc, l'obligation de sécurité, c'est vraiment un pan essentiel du droit du travail. Donc, comme il doit garantir la sécurité de ses salariés, il doit prendre toutes les mesures et ne commettre aucune infraction par rapport aux obligations qui sont mises à sa charge. Donc, notamment, ce qu'on appelle toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Absolument. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple assez simple. On a un salarié qui va aller nettoyer les vitres d'un immeuble. L'employeur a l'obligation de mettre à sa disposition les fameux équipements, le harnais. Tous les équipements. Comme les chaussures de sécurité dans les usines. Voilà. Tous ces équipements sont remis par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Et s'il ne met pas ces éléments à disposition du salarié, il commet une infraction. Une infraction, c'est du pénal. Et donc, si vous voulez... Parce que risque d'accident possible. Voilà, exactement. Comme derrière, il peut y avoir des accidents du travail, lorsque l'employeur n'a pas mis en place les mesures et les règles d'hygiène et de sécurité, à ce moment-là, il a commis une infraction qui devient pénale. Et donc là, l'employeur va comparaître, et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui comparaissent devant la chambre spécialisée à Paris, par exemple,
Pour non-respect des règles Voilà, de parce sécurité. qu'ils n'ont pas respecté Et les à la règles. fin, l'ouvrier est tombé. Eh ben, on a même des décès, on a des Bien sûr. accidents qui conduisent à des décès, donc c'est extrêmement grave. Donc, autant on peut concevoir qu'en droit pénal, on puisse assumer la responsabilité pénale pour des infractions qu'on a soi-même commises. C'est-à-dire que moi, Nathalie Attias, j'avais l'obligation de mettre à disposition d'un de mes collaborateurs proches. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas ou fait. mal fait. Ou mal fait, eh bien, ok, j'accepte la responsabilité pénale. Mais quand, moi, par exemple, j'ai une agence à Nantes ou à Nice et que je ne suis pas sur place pour pouvoir m'assurer que les choses ont été Qui est faites, bien responsable? qui est responsable? Et oui, on arrive donc à la Et délégation. voilà, donc juridiquement, si je n'ai pas de délégation de pouvoir, si je n'ai pas délégué mon autorité à la personne qui est sur site, c'est moi qui vais l'assumer la responsabilité. C'est le Donc, débat du maire dont un enfant meurt dans la piscine municipale et qui se Exactement. retrouve embarqué alors qu'il Ben n'était oui. évidemment pas responsable de l'oubli du bouchon. évidemment, Mais il sera responsable. évidemment. Qui est responsable dans l'entreprise là? Eh ben là, alors, C'est le si- délégataire ou c'est celui qui est Eh le ben, c'est patron? le délégataire. C'est ça l'intérêt de la délégation de pouvoir, c'est que le chef d'entreprise, sur des sujets très précis, va pouvoir déléguer son autorité et en même temps déléguer la responsabilité qui est corrélée à cette autorité. C'est passionnant ce que vous nous dites. Ça veut dire que c'est dans le cadre de filiales, par exemple. Absolument. On dit d'ailleurs, il sera mandataire, celui qui reçoit cette délégation, ou il peut être salarié, embauché oui, comme il est salarié. salarié, Il non, est salarié. non, non, Mais on lui dit, mais vous aurez par ailleurs Absolument, ce sont des des risques pénals pour, en cas de... Bien sûr, mais en même temps, le délégataire se voit investi de responsabilités, d'une rémunération qui va avec, si vous voulez, parce que on ne délègue son autorité qu'à une personne qui est capable et qui a l'autonomie suffisante pour exercer la oui. mission qui lui est confiée. Il faut lui faire confiance. Voilà. Et surtout, il faut qu'il ait vraiment l'autorité. Il faut qu'il ait les moyens effectifs d'exercer ses missions et donc qu'il ait tous les pouvoirs à coller. Ce qui est logique. Le chef d'entreprise ne va pas s'exonérer d'une responsabilité pénale en donnant sur papier une délégation de pouvoir Alors à qu'il une n'a pas personne donné. Mais qui n'a pas les pouvoirs. D'ailleurs, Nathalie, j'imagine que c'est une source de conflit entre celui qui a confié la délégation, et puis imaginons un cas de figure précis, une affaire au pénal, et celui qui était le délégataire, il dit mais moi j'ai pas eu les moyens, donc il se Exactement. retourne Exactement. contre l'entreprise. Exactement. Donc ce qui nous amène, alors si vous voulez, en fait, Donc c'est source de conflit. alors, évidemment, c'est source de conflit. C'est source de conflit. Comment ça se passe en règle générale? Quand une victime d'accident du travail veut attaquer son employeur, elle va attaquer le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va dire attendez, c'est pas moi. Il va dire Moi. allez voir celui-là, c'est lui qui est responsable. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Il se ah, non, mais retourne. attendez, moi je suis désolé, j'avais pas les pouvoirs, j'avais pas tous les Vous m'aviez moyens. pas donné les Exactement, outils. j'avais pas tous les moyens, j'avais pas les moyens financiers pour acquérir les équipements, etc. Donc, évidemment, ce sont après des arguments juridiques qui sont soulevés en fonction des éléments de fait du dossier. Donc ce qu'on ne dit pas, parce que ça c'est des points extrêmement précis du Code du travail, c'est que fréquemment, lorsqu'on embauche quelqu'un, non seulement dans le cadre d'une embauche classique, on lui explique qu'il il sera doté Bien sûr. de pouvoirs de délégation. Est-ce qu'on lui explique bien les risques qu'il prend, le monsieur, ou pas? Alors, Est-ce que le DRH lui dit bien, attention, on vous dit que vous êtes en risque d'aller au pénal? Alors, si vous voulez, justement, donc ça va nous amener aux conditions de la délégation Bah oui. de pouvoir. Donc, une délégation de pouvoir, vous avez compris que pour qu'elle soit effective, il faut qu'elle corresponde à un transfert réel de l'autonomie et de la Avec responsabilité avec des moyens effectifs. les moyens. D'accord. C'est très important, les moyens. Bien C'est sûr. Vraiment, donc, les conditions de forme, il n'y en a pas. Hein. On peut ne pas faire de délégation de pouvoir par écrit, mais vous avez compris que c'est fortement recommandé Bah de oui. faire une délégation par écrit. Pour décrire l'étendue sur quoi porte la délégation de pouvoir. En cas de conflit. Ça ne peut pas être une délégation générale parce que le chef d'entreprise ne peut pas se dédouaner de toutes ses responsabilités. Donc ça doit être une délégation très précise. Exemple, les règles d'hygiène et de sécurité. Ça doit être suffisamment stable dans le temps. On ne va pas dire à quelqu'un juste parce qu'à une période un petit peu tendue, Hop, je lui donne te là. file ta délégation et puis après je te la Je la retire. retire, ouais. Donc il faut que ce soit une délégation qui soit suffisamment sûr, longue c'est dans vrai. le temps. Et donc, et puis surtout, il faut que la délégation, elle soit effective avant l'infraction. Logique. Donc, d'où l'importance de Oui. faire une délégation de pouvoir écrite Oui. qui va préciser l'étendue, la réalité et donc et surtout le fait qu'elle soit antérieure. Et donc du coup, plus la délégation est précise, plus elle explique au délégataire, attention, cette délégation emporte Bien sûr. responsabilité pénale, etc. Et là, à ce moment-là, le cadre délégataire ne peut pas sérieusement dire, je ne savais pas à quoi je m'engageais.
Il faut savoir que quand on parle de délégation de pouvoir, on parle de cadres de haut niveau. Bien Donc sûr. en général, les cadres de haut niveau savent parfaitement à quoi cette délégation les expose. C'est passionnant. Donc le conseil que vous donnez quand même, c'est d'avoir un cadre extrêmement précis qui délimite précisément la zone de délégation, parce qu'évidemment les cas qu'on évoquait sont des cas dramatiques, mais ça arrive, et qu'ensuite j'imagine que ce cadre délégataire se retournant contre ce patron, lui aussi en général quitte l'entreprise derrière. Bien sûr, et puis j'engage aussi par précaution les chefs d'entreprise qui ont des sites extérieurs sur lesquels ils ne peuvent pas exercer les contrôles liés à leur autorité et à leur obligation de sécurité. Je les engage à faire des délégations de pouvoir pour justement s'exonérer à juste titre pour le coup, parce qu'ils ne sont pas présents sur place pour pouvoir s'assurer que tout est bien fait. J'ai tout compris. La délégation de pouvoir, attention, c'est un sujet sensible. Merci Nathalie Attias de nous avoir éclairé avec autant de pédagogie, avocate, présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. C'était un plaisir de vous accueillir. Ne bougez pas. Tout de suite, c'est la pause café de Fanny Griesmer. Ça existe chez les avocats. Rends-moi mon stylo, tu m'as piqué ma gomme, mais où sont les bics ? Ça, c'est un vrai sujet de vie quotidienne dans l'entreprise. Il n'y a pas que l'ordinateur. On a parfois besoin d'un crayon de papier et d'un taille-crayon. On ne les a pas. Fanny Griesmer va venir avec plein de fournitures sur le plateau. Vous allez voir, ça va être Noël. Fanny Griesmer, bon, je vous ai menti. Les mains vides. Elle est venue les mains vides, pas de taille-crayon, pas de papier, rien du tout. C'est un sujet quand même de vie quotidienne que vous soulevez, qui paraît être aussi une toute petite porte d'entrée. Mais qu'est-ce que ça énerve au cours d'une journée de ne pas avoir le stylo Ça n'énerve pas que vous, visiblement. Ah non, moi ça m'énerve. En tout cas, moi j'ai toujours un stylo de toute façon. Au global, bien sûr, c'est ça, Arnaud. Vous aimez bien piquer les stylos de vos collègues. C'est et exact. vous ne rendez pas d'ailleurs. C'est exact. Je plaide coupable. Des stylos, mais ça peut être des post-it, une agrafeuse, un stabilo, une ramette de papier. Voilà des fournitures de bureau que vous avez peut-être subtilisées en douce sur votre lieu de travail. Une pratique bien plus courante qu'on ne pourrait le penser. C'est votre cas. Vous n'êtes pas le seul, mais attention, cela reste du vol. Et nous allons voir ce qu'il en retourne. Vous m'accusez de voleur, Fanny Griesmer ? Non, non. C'est quoi, alors non, vous ne serez pas un voleur. C'est un quoi ? C'est du vol ? C'est un acte banal ? C'est quoi ? Comment on peut le définir ? Alors, déjà, on va parler. C'est du vol. On parle de vol interne. Acte presque banal. Au bureau, clairement, ces petits larcins du quotidien, ce serait monnaie courante. On parlera aujourd'hui de ces petits objets qui n'ont pas beaucoup de valeur, essentiellement des fournitures, plus faciles à glisser dans le sac avant de partir et de rentrer chez soi le soir. C'est clairement le vol qui est le plus courant et le plus répandu au bureau. Selon une étude de l'association Certified Fraud Examiners, les vols au travail s'élevaient en moyenne à 10,6% en 2002 et auraient atteint près de 20% en 2018. C'est un coût tout ça ? Des vols qui se multiplient. Donc oui, c'est un vrai sujet pour les employeurs qui seraient amenés à commander à près de 20% de fournitures supplémentaires justement pour pallier ces emprunts ou en tout cas ces disparitions. Car ce petit matériel, il part bien chez vous et avec vous le soir, alors qu'il a vocation à être utilisé au bureau. Oui. Pour le sociologue François Bonnet, c'est un chercheur au CNRS qui s'est penché sur la question, qui a mené une enquête sur le sujet. Ce serait même plus, un tiers des Français auraient déjà volé sur son lieu de travail. Un chiffre d'autant plus étonnant qu'il se base sur des autodéclarations. Donc, des confessions, et on n'est pas forcément fiers quand il s'agit de dire qu'on a dérobé un rouleau de scotch ou une ramette de papier. C'est assez saisonnier ce genre de vol ? C'est saisonnier, oui, c'est ça. Il y a des montées, il y a des descentes. C'est assez drôle. Alors, c'est même la pas rentrée des classes ? C'est certains objets sont plus dérobés à des moments bien particuliers de l'année. Par exemple, septembre, le ruban adhésif, il a tendance à prendre le large à l'occasion des fêtes de Noël. Oui. Eh oui, c'est la saison des paquets cadeaux. Bah oui. On notera aussi sur la période de Noël une recrudescence des vols de ciseaux, bien pratique pour découper le papier cadeau. Oui, bien sûr. Vous en parliez début septembre, la rentrée des classes. Et c'est donc dès le mois d'août que des fournitures telles que les stylos, feutres et autres cahiers se volatilisent au bureau pour venir remplir les trousses et cartables de nos enfants. La cible favorite des chapardeurs qui sévissent près des réserves de fournitures, eh bien c'est le bloc de post-it. Il est tout petit, donc ça se glisse assez facilement et discrètement dans un sac. Plus encombrante,
est beaucoup moins discrète pour le coup. Elle arrive néanmoins à la seconde place, la ramette de papier. Bah oui. Une imprimante. Alors quand vous avez un télécopieur, je ne sais pas comment vous faites. Ouais, là, c'est dans le manteau, venir un gros avec manteau. Votre diable, je ne sais pas. C'est ça. On a des voiles également plus insolites. La ramette, c'est dur à sortir dans un sac quand même, bon, peut-être plus. Bon, si vous prenez un cabas, vous dites que vous allez faire vos courses, pour la discrétion, on passera. En tout cas, il y a des vols aussi très insolites. Ah ouais. Parmi les objets de convoitise les plus courants, les coûteuses capsules de café. Alors c'est vrai qu'à 30 ou 40 centimes la capsule de café, c'est vrai qu'on peut être tenté de ramener à la maison ces petites capsules colorées pour se faire un bon café à la maison. Beaucoup moins cher, les gobelets de la fontaine à eau. Oui, plutôt pratique pour les pique-niques à la belle saison, saisonnier là aussi. Plus terre à terre. Le PQ. Les rouleaux de papier toilette. Excusez-moi, je suis un peu abrupte. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, les dérouleurs sont enfermés dans des boîtes avec des serrures. Avec des clés. Et bien, c'est justement pour éviter que les gens les ramènent chez eux. Enfin, c'est des rouleaux qui font quand même 30 cm. Mais justement, vous pouvez tenir un bon moment. Il faut un gros cabas, avant confinement, ça peut, c'est vrai, avant confinement. Être utile. Enfin, tout est bon, quoi, finalement. Tout est bon, même le frigo, où vous avez peut-être stocké le yaourt que vous réserviez pour la fin de votre déjeuner, et vous apercevez au dernier moment que c'est l'un de vos collègues affamés qui a mis la main dessus. Pourquoi on vole, Fanny ? Alors, plusieurs causes. On se venge ? Il y a une sorte de vengeance ? Il y a un côté vengeance, ça c'est la seconde raison. La première, globalement, c'est pour essayer de faire un stock personnel gratuitement, voilà, bon, tout simplement. Ça c'est souci d'économie basique. Effectivement, la vengeance est la seconde cause avancée. Globalement, un moyen de réparation face aux injustices salariales et au manque de reconnaissance de votre employeur. Donc quelque part, vous essayez de compenser votre salaire que vous jugez trop faible. Donc tu me payes en pas, grappillant je te pique. des petits accessoires qui globalement ne valent pas plus que quelques euros. On va pas mettre des puces dans les stylos quand même. Non. Ou des puces GPS. Non. Globalement, la plupart du temps, ces petits vols, l'employeur ferme les yeux et laisse passer. Sachez toutefois que vous pouvez être poursuivi, c'est très clair parce que ça reste du vol. Dans tous les cas, pour vous punir, l'employeur doit prouver que vous êtes le voleur à l'aide notamment d'images de vidéosurveillance, ce qui n'est pas forcément évident au vu des règles très strictes qui encadrent l'installation de ces caméras, parce qu'en fait, finalement, elle ne doit pas apporter atteinte à la vie privée et peut être mise à un endroit où il y a possibilité de vol, mais nuance législative qui laisse perplexe, elle ne doit pas avoir été installée dans le seul but de constater le vol. Ouais, enfin, tout ça est tiré par les cheveux. Juste avant, revenir quand même... Pour les toilettes, donc c'est possible de voler parce qu'il n'y aura pas de caméra, évidemment, à cause de la vie. Rien ne justifie le fait que vous installiez une caméra dans les toilettes. Bien sûr. Piquer le stylo de votre collègue qui est sur son bureau, ce n'est pas du vol. Tant que cela reste dans l'entreprise, tout ce qui est sur un bureau et qui ne relève pas des affaires personnelles telles que un portefeuille, un ordinateur, des cigarettes ou des clés, globalement, ça appartient à l'entreprise. Donc, quand vous ne sortez pas avec pour rentrer chez vous, ce n'est pas du vol. Une solution, peut-être, je ne sais pas, nommer un responsable des fournitures, bien sûr. Voilà, qui aurait le seul, sacré boulot, qui aurait la clé de la réserve et qui distribuerait, ce qui reste plus compliqué pour ce qui est le cas des capsules de café et des rouleaux de papier toilette. En général, les fournitures aujourd'hui dans les chaînes de télé, vous le savez mieux que moi, sont sous clé et gérées par une personne qui vous l'ouvre lorsque vous avez besoin d'un stylo. Et il faut réclamer son stylo. Merci Fanny. Donc je ne suis pas un voleur, il m'est arrivé, je l'avoue, de prendre un stylo à Fanny, mais je l'ai laissé Après, question de respect, on emprunte, on rend. Évidemment. On fait une petite pause. Je vais essayer de retrouver mon stylo, en tout cas pas le perdre. Et on s'intéresse à la philosophie. Alors les philosophes, eux, ils travaillent plutôt son stylo, mais avec leur cerveau. Oui. Et on va essayer de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'un philosophe en entreprise ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il se transmet ? Est-ce qu'il est un outil comme le manager pour améliorer la productivité et les gains de l'entreprise ? Ou est-ce que c'est un peu autre chose, un philosophe en entreprise ? Peut-être. On en parle avec mes invités, justement des philosophes en entreprise. C'est tout de suite, en tout cas après cette pause.
La philosophie en entreprise, bah oui, on parle beaucoup de productivité, de gains de productivité, d'argent, de crise aussi, puisqu'on est dans la crise Covid. Mais à quoi peut donc servir un philosophe en entreprise? Il y en a de plus en plus, ils sont dans l'entreprise, ils viennent professer. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? On va en parler avec eux. Peut-être une manière de penser l'entreprise autrement, ou alors les philosophes accompagnent le profit de l'entreprise, l'accompagnent dans son développement. Et la philosophie viendrait donc un outil au service du profit. C'est peut-être pas ça la philosophie de ces salariés philosophes. On en parle avec nos invités. Luc de Brabander, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors vous avez écrit évidemment de nombreux livres. Vous êtes philosophe. Alors est-ce que je peux vous définir comme philosophe en entreprise ou pas? Oui, absolument. Ça vous convient comme titre? Absolument. Le dernier, c'est Petite philosophie des arguments fallacieux chez Erol. Oui. Donc là, il y a plein de choses passionnantes sur toutes ces espèces de lieux communs utilisés notamment par les managers, qui sont des évidences. Voilà, vous tordez le cou à tout cela, espèce d'endormeurs, de gens qui nous endorment. Et puis, vous avez aussi créé quelque chose de passionnant à travers les dessins. Racontez-nous avec les dessins animés. C'est quoi l'idée de ce projet? Disons, depuis toujours, je suis convaincu que la pensée fonctionne avec des images. Imagination, c'est pas un hasard. Et donc, j'ai une petite société qui s'appelle Cartoon Base qui essaye de dessiner la pensée. J'habite près de Lessines où est née Magritte. Et Magritte, il a un jour dit qu'il fallait dessiner la pensée. Ça m'a fort impressionné. Dessiner la pensée. Ouais, c'est lui, c'est pas moi. Oui. C'est génial. Thibaut Brière, vous êtes déjà venu et vous êtes philosophe en entreprise, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Donc là, on voit aussi dans votre intitulé, c'est intéressant, dans la façon dont vous présentez, il y a déjà la volonté pour vous de rendre les choses concrètes, plus concrètes. Vous êtes d'accord avec cette idée de passer du concept aussi à une forme plus réelle? Très clairement. Et moi, c'est la fonction que j'ai exercée, philosophe d'entreprise d'un groupe industriel pendant 7 ans. Et donc là, il s'agissait très clairement de rendre les choses concrètes, de faire le grand écart entre la théorie et la pratique. 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance. On est en plein dedans, alors qu'on va peut-être nous annoncer ce soir un confinement dégradé, puisqu'il faudra garder aussi nos enfants. Comment adapter mes processus? Comment faire évoluer des pratiques managériales? Et c'est sorti chez Erol. Donc vous avez le même éditeur. Je voudrais vous soumettre cette petite phrase, tiens, parce que ça c'est intéressant, on va faire de la philosophie, mais regardez ce qu'a dit le président Macron. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous philosophes. C'est ce qu'il a dit il y a quelques jours, avant qu'il nous parle aujourd'hui peut-être. Nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas d'explosion qui était prévue par tous les modèles. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Qu'est-ce que vous dit cette phrase, Luc de Brabander? Mais que diriger, c'est un métier qui est très spécifique parce qu'à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Et je dis souvent, un dirigeant ne doit jamais hésiter, toujours douter. Donc l'hésitation, c'est pas bon. Là, il n'hésite pas. Ah non, justement, je crois que c'est bien. Donc, il n'hésite pas parce qu'un dirigeant qui hésite, on va à gauche, à droite, non, c'est pas du tout bon, ni en entreprise, ni en politique. Mais par contre, il doit toujours douter. C'est-à-dire se rappeler, le doute c'est quoi? C'est se rappeler que tout est hypothèse et que s'il est possible pour lui de ne pas hésiter, c'est parce qu'un jour il a pris une hypothèse, il s'est dit je fonce là-dedans, mais peut-être que le moment est venu pour lui de douter. En philosophie, le doute est fondamental. Oui. Là, dans cette phrase assez terrible, il n'y a pas de remise en question. Il dit « je n'ai pas à me remettre en question ». C'est bien ou pas, ça, ce type de processus? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans l'entreprise qui disent et qui accusent leur patron, leur manager, de ne jamais se remettre en question. Même lorsqu'ils se trompent. C'est-à-dire qu'ils commettent une erreur, mais il n'y a jamais un moment donné où on pose le masque et on dit « écoute, voilà, là je me suis ramassé, c'était une erreur ». Quelque part, pour les collaborateurs, c'est aussi une manière de se dire « bah voilà, il a une forme d'humanité ». C'est quand même dangereux, ça, même si par ailleurs, il maintient le cap, effectivement. Oui, c'est toute la difficulté du dirigeant aussi, c'est d'être seul. La solitude du dirigeant dont on parle beaucoup, elle se traduit là-dedans, c'est-à-dire qu'il risque sans cesse de s'enfermer dans une détermination qui peut être juste, mais il doit toujours rester ouvert à la possibilité donc de se remettre en question. Et le grand risque du dirigeant, c'est l'arrogance. L'arrogance, étymologiquement, à regarder, c'est ne plus se remettre en question, c'est ne plus se poser de questions. Vous ne dites pas que le président est arrogant ?
Je vous vois venir. On peut en tout cas le... Vous n'osez pas le dire, mais vous le dites. Non, on peut. Là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il estime, s'il est convaincu de ne pas avoir commis d'erreur. Je veux dire très bien. En revanche, il doit être. Est-ce qu'il va dans ce sens parce qu'il est entouré par des phénomènes de cours, et ça arrive très très souvent par des dirigeants qui du coup vont tous dans la même direction. Est-ce qu'il a autour de lui, par exemple, des conseillers capables de lui dire les choses, Des philosophes. le parler vrai. Exactement, le parler vrai. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ah oui, tout à fait. Un philosophe, il décale aussi la pensée. Ah oui, il a un privilège, c'est ce qu'on appelle le fou du roi, il a un privilège de remettre en question, je crois que, disons, dans les entreprises, il y a une partie chiffrée, ou la comptabilité, l'informatique. Et être rigoureux, bon, il suffit de le décider. Mais il y a toute la partie non chiffrée, non chiffrable, l'éthique, l'image de marque, la créativité, etc. Et là, je revois, beaucoup de patrons sont pris au dépourvu. Pour moi, la philosophie, c'est l'outil de la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et c'est vrai pour le président de la République ou pour les patrons d'entreprise. Là, en l'occurrence, il a des chiffres. Il a des chiffres, mais c'est là où ça devient intéressant. Il a des tableaux de bord, et il doit quand même, malgré tout, de tout cela, en extraire quelque chose qui n'est pas du chiffre. Oui, mais c'est assez troublant. Contrairement à ce qu'on dit, les chiffres ne parlent jamais d'eux-mêmes. Nous faisons parler les chiffres. Ça, c'est l'ingénieur en mathématiques qui parle, parce que vous êtes philosophe, mais une grande partie de votre vie, ça a été de faire des maths. Comment on bascule là? Comment on se dit, j'ai fait des maths, et puis après, je deviens un philosophe et je m'intéresse justement à l'entreprise? C'est une route presque logique, parce que Pythagore, il était philosophe mathématicien, Bertrand Russell, Descartes, les x, y, on appelle ça les axes cartésiens. En fait, la séparation est assez récente. Pour moi, la philosophie, c'est le niveau suivant d'abstraction. C'est quand il n'y a plus de chiffres. Mais en fait, la démarche est la même, c'est la rigueur dans la pensée. Mais excusez-moi, je reviens à des choses très prosaïques. Quand vous entrez sur un parking, vous garez votre voiture, je ne sais pas si les philosophes ont une voiture ou un vélo ou leurs chaussures, mais en tout cas, ils rentrent dans une entreprise et ils sont face à des gens qui, eux, sont dans les chiffres, dans le marketing. Pas tous. Pas tous. Non, le DRH, le responsable de l'éthique, toute la vision d'entreprise. On parle beaucoup en France de raison d'être. On ne construit pas une raison d'être avec des chiffres. On construit ça avec son cœur, ses tripes. On ne construit pas ça avec des algorithmes. Et c'est là que le philosophe peut jouer un rôle clé. Je vous pose la question, puisque vous lancez le sujet des algorithmes. Est-ce qu'un philosophe, il a les muscles assez solides et les neurones assez forts pour lutter contre les algorithmes qui, sur ce plateau, sont partout? C'est-à-dire qu'on a des dizaines d'invités qui viennent nous expliquer que c'est l'alpha et l'oméga de la vie. Et même chez les DRH, aujourd'hui, il y a des algorithmes de recrutement. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, je vous accompagne à moins souffrir, ou je vous fais regarder votre système différemment? Est-ce que vous accompagnez le développement économique d'une entreprise, ou vous êtes un peu des gens qui les empêchaient de tourner en rond? Alors d'abord, en tout cas pour moi, pour ma part, pour ce qui est de ma pratique, je les aide à prendre conscience notamment de leur philosophie sous-jacente. Typiquement les algorithmes, c'est une philosophie derrière évidemment déterministe, ou dans lequel on ne va croire que on va essayer de mettre en œuvre uniquement des choses qui ont été calculées. Là, c'est clairement une philosophie, par exemple, leibnizienne derrière, où on pense qu'on va pouvoir déterminer de manière rationnelle quel va être l'optimum dans lequel il faut aller. Donc, relativement à la question du travail à distance, par exemple, l'entreprise algorithmique, ça va être l'entreprise qui va confier à un algorithme le soin de déterminer quels vont être les postes télétravaillables, devant être télétravaillés, quels doivent être les postes qui sont pourvus de manière plus optimale en étant travaillés de manière hybride ou en présentiel. Et donc confier la gestion d'une entreprise, ça arrive déjà dans l'un des plus grands fonds de pension américains, est dirigé déjà par des algorithmes, pas simplement pour des allocations d'investissement, mais également pour recruter, pour savoir qui promouvoir, etc. Toutes les conversations sont enregistrées. C'est effrayant ce que vous dites quand même. Oui. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'entreprise intelligente qui échappe à l'homme. Enfin, l'homme a créé l'algorithme, mais en fait c'est comme une machine qui décide. Et alors le rôle du philosophe là-dedans, ce n'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aider le dirigeant à prendre conscience de ce qu'il fait quand il le fait, et donc de pouvoir décider de manière plus responsable. Dans votre dernier livre, il y a un sujet, ça c'est le mathématicien, alors il y a souvent les forces apolliniennes et dionysiaques, c'est-à-dire la création, et c'est ce que vous expliquez, finalement il faut être un grand artiste, c'est celui qui arrive à structurer l'énergie et l'émotion qu'il a en lui, sinon ça n'émerge pas. C'est peut-être vrai aussi pour un patron, non ?
Voilà, il faut avoir ces deux qualités, dionysiaque et apollinienne. Mais voilà, c'est tout le côté humain. On ne sait pas programmer les paradoxes. Donc, il y a quelque chose qui échappera toujours aux algorithmes. C'est ce qui fait de nous vraiment un être humain. On dit les algorithmes sont puissants. Mais évidemment, c'est pour ça qu'ils sont construits. La raison d'être d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme. Imaginez quelqu'un qui fait des lunettes pour voir moins bien. On dirait, mais ça va pas, non? Et donc, la raison d'être d'un outil. Et donc, l'algorithme, c'est très très bien. Mais il ne couvre qu'une partie. Et puis, la vraie question... Qui a programmé? Qui sont les programmeurs? Imaginez que des ingénieurs, des mathématiciens. Oui, mais imaginez par exemple que les grands algorithmes aujourd'hui aient été programmés par des femmes, ou par des Éthiopiens, ou par des gens de mon âge, eh bien ce serait complètement différent. L'algorithme n'est jamais qu'une déduction à l'infini, bien au-delà de ce qu'on peut faire, d'un cadre que l'homme a décidé. Et là, restera la responsabilité. L'algorithme ne va pas sortir de son propre Donc il y a un déterminisme de l'algorithme, si je peux me permettre. Il y a une philosophie, en fait, dessous, sous-jacente, qu'on le veuille ou non. Le jeu d'échecs, c'est clair, la machine peut faire des milliards de parties, beaucoup plus que l'être humain peut imaginer, mais il ne peut pas, lui, dire, tiens, je vais faire le cheval, je vais le faire aller 2-2 pour voir ce que ça donne. Quoi. Ça, il ne peut pas. Ah non, sauf si le programmeur lui a dit, mais ce ne sera pas lui-même, etc. Il y a toujours une frontière. Il y a quelque chose que l'algorithme ne peut pas dépasser. C'est le cadre dans lequel il a été mis pour déduire à l'infini, comme il l'a très bien dit. Un thème qui est passionnant pour les philosophes, que vous avez eu à faire, vous, dans votre quotidien de philosophe en entreprise, c'est les sophistes. Alors, c'est un des thèmes de votre livre, c'est espèce de novlangue. Alors le sophisme, c'est un mot grec, mais qu'aujourd'hui c'est la novlangue, c'est l'utilisation de formules un peu toutes faites du manager qui veut tout bousculer avec des lieux communs, des tautologies dont vous parlez dans votre livre. Et vous dites en plus, et ça c'était un drame, j'aimerais vous entendre, c'est amplifié par Internet. Pour ou contre Internet, c'est pas le sujet. Vous dites il est là, mais c'est ni bien ou mal, c'est bien et mal. Bien et mal, absolument. Parce que dire ni bon ni mauvais, ça dépend de l'usage que l'on en fait. On peut se dire, voilà, on verra bien. Non, c'est bon et mauvais. En même temps, pour un professeur, pour un papa, pour un médecin... C'est très bon. C'est bon et mal. Mais en même temps. Et donc, les mots qui sont l'arme des sophistes, parce que et ça revient à mon sujet, les mots aujourd'hui dans la technologie doivent être précisés. Quand on dit par exemple une voiture autonome, mais on n'a jamais vu un objet aussi peu autonome qu'une voiture autonome. Elle dépend de capteurs, de logiciels, de machins, etc. De satellites. On devrait dire une voiture automatique. Automatique, ça change tout. Le Bitcoin, quand on dit c'est une crypto-monnaie. Mais non, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Et donc, on parle du Bitcoin dans les pages économiques, on devrait parler de Bitcoin dans les pages des jeux vidéo. Des jeux vidéo, de la tech. Exactement. Et c'est sans jugement de valeur. Donc, les mots sont plus importants que jamais. Le cloud. J'étais avec un banquier l'autre jour. Il me dit, nous, on a mis nos informations dans le cloud. Bon, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est? En fait, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Dites à votre client, nous, on a mis vos informations dans l'ordinateur d'un autre. Il va vous dire, mais c'est qui l'autre tout de suite? Mais le cloud, c'est une idée génie de marketing. Les gens ne posent pas de questions. Parce que ça cache une espèce de truc flou. Mais non, le cloud, c'est un brouillard. Et en plus, ça consomme une énergie. D'ailleurs, c'est ça le brouillard. Le brouillard, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi des mots qui cachent la réalité, qui pourrait être effrayante si on le disait tel quel. Ah, oui, mais il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Le Bitcoin consomme une énergie absolument astronomique. Quand Tesla a investi, je crois, 1 milliard ou 1,5 milliard en Bitcoin, mais l'énergie là derrière, c'est complètement fou. Thibaut Brière, je vous soumets cette phrase, vous l'avez peut-être lue de la part de Luc de Barbrander, ne faudrait-il pas dire qu'on est sous Internet comme on est sous antidépresseurs? Je trouve cette phrase incroyable. C'est Dieu est mort, vive le Prozac, qui était Andy Warhol, qui se rapproche un peu de cette phrase comme ça, un peu incroyable. Vous soutenez cette... Vous êtes philosophe en entreprise, vous avez croisé des sophistes, vous en avez vu beaucoup des sophistes sur l'entreprise. Ce qu'on pourrait appeler en langage courant un beau parleur utilisant des tautologies, vous endormant. Oui. C'est un peu ça, le sophiste? Alors, oui, c'est complètement ça, évidemment. Platon dit que c'est un salarié de la discussion. Hein. Il le compare à un doreur de pilules. Oui. Et alors, moi, ma fonction dans l'entreprise a été, pour une part, justement, d'être un sophiste. C'est-à-dire que le patron qui m'a... Pris au piège de votre métier, en fait. Pour une part. C'est-à-dire que le patron qui m'a engagé, il veut engager un philosophe, mais en fait, ce qu'il attendait de moi comme travail explicitement en interne, c'était d'exercer un rôle de sophiste, c'est-à-dire de défendre, d'abord de mettre en mots sa philosophie d'entreprise, d'en faire un livre, et ensuite de l'enseigner en interne et à l'extérieur. Donc moi, j'étais payé clairement pour enseigner une philosophie, pour professer une philosophie déterminée, comme un enseignant en philosophie enseignerait Hegel ou Aristote. On ne lui demande pas de savoir s'il est lui-même hegelien. On lui demande juste d'être un spécialiste de la pensée. Eh bien,
en entreprise, qui est quand même pour une large part le règne des sophistes, hein, les managers, les dirigeants sont des sophistes. Le propre d'un dirigeant... Mais c'est négatif dans votre bouche ou pas? Pas uniquement. En tout cas, ça doit permettre de s'interroger. C'est-à-dire que le propre d'un dirigeant, ce n'est pas de dire la vérité, c'est d'établir la confiance. Or, rétablir la confiance, le propre des escrocs ou le propre d'un dirigeant de secte, c'est de mettre les gens en confiance. Et ensuite, de les trahir ou de les voler ou d'en abuser. Éventuellement. En tout cas, cette rhétorique de la confiance et cette absence du concept de vérité en entreprise doit nous interroger. Mais la philosophie de votre livre, Luc de Brabander, sur cette idée de tordre le cou aux sophistes, qu'est-ce que vous voulez dire fondamentalement? Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui veulent lire votre livre et à ceux qui sont dans l'entreprise? Quel est le message? Mais il y a toujours eu des fake news. Il y a toujours eu Edgar Morin qui va avoir 100 ans, Ouais. un de ces quatre. Il a écrit, je crois, en 60, un livre sur la rumeur d'Orléans. Bien sûr. Qui partait de... Ces femmes enlevées dans des sous-marins dans la Loire. Je connais très Exactement. bien ce sujet. Donc voilà, les fake news, c'est pas neuf. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut cibler les fake news. Du temps d'Edgar Morin, la rumeur d'Orléans partait partout. On ne savait pas qui la lisait. Tandis qu'aujourd'hui, comme je sais tout, je peux faire une fausse rumeur pour un public donné et voir la rumeur contraire pour un autre public. Exact. Je peux cibler. Et les sophistes, ils ont une arme de persuasion massive. Et c'est ça. Démultiplié par Internet. Ah oui, c'est ça. C'est ça le danger. La qualité, c'est ce qui est passé avec le Brexit. Bon, en gros, c'était pas trop difficile pour les algorithmes de savoir qui était pour, qui était contre. Et donc, celui qui était contre, eh bien, il pouvait prendre ceux qui étaient déjà contre et renforcer leurs croyances, ceux qui étaient pour les déstabiliser, avec des rumeurs différentes. Soyons précis, puisque une nouvelle fois, le patron de Facebook a été entendu Oui, j'ai vu ça. par la Chambre. Et de nouveau, il a été interrogé sur cette question. Il était question de Facebook Oui. et de cette société Twitter. d'achat de vote. Vous y voyez quand même un grand danger pour l'entreprise, mais si je vous entends bien, pour la démocratie. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En fait, Facebook et Amazon n'ont rien fait d'illégal. Ils se sont développés à une vitesse inouïe. C'est 20 ans. Facebook n'a même pas 20 ans. C'est dingue. Mark Zuckerberg, qui ressemble à un étudiant encore là, auditionné par Ça, le Congrès. Ils se sont développés dans un univers vide. L'Europe a tout laissé faire. Aujourd'hui, en 20 ans, on est devenu captif. J'ai lu l'histoire d'Internet. Ceux qui ont... Berners-Lee et un Belge sont allés voir le cabinet de Delors il y a 30 ou 40 en disant un truc Attention, génial. ouais. Attention, c'était au CERN à Su. Ils n'ont même à peine été reçus. C'est ce qu'il dit dans le livre. Alors Berners-Lee est parti au MIT et la suite, on la connaît. Évidemment. On la connaît. C'est sûr qu'il y a un danger. On ne contrôle plus rien. Il faut absolument qu'on comprenne la logique des algorithmes. Si nous, tous les trois, on fait en même temps clic sur n'importe quelle demande de Google, on ne va pas avoir la même réponse. Parce que Google sait très bien que nous ne sommes pas les mêmes. Et que donc, en fonction de nos profils, on va avoir des réponses. Oui. Excusez-moi, c'est la même question que je vous repose au début de l'émission, parce qu'il nous reste peu de temps et c'est passionnant ce que vous nous dites. Quand vous dites ça, on a l'impression que vous êtes en rupture de finalement ce grand modèle qu'on nous vend comme le bonheur et la solution à tous nos problèmes. Vous êtes en rupture avec cela? En critique. En critique. Pas en rupture, en critique. Il faut retrouver la pensée critique par le doute. Parce que le faux et le vrai, en fait, Facebook, ça ne les intéresse pas de faire du faux et du vrai. Ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. De l'argent, bien sûr. Et on se rend compte que le faux, on a plus envie d'être collé à son écran avec du faux que du vrai. Et donc, ils font du faux. C'est terrible. Ils font du faux, pas pour faire du faux. Pour nourrir. Pour faire de l'argent. Bah oui, c'est du marketing, en fait. Exactement. Et des algorithmes qui ont été construits pour, en fait, garder les gens en attention sur l'écran sont petit à petit devenus des algorithmes qui font du faux. Pas pour le faux, mais pour attraper les gens. Thibaut Brière, pour conclure, parce que c'est très fort ce qu'on entend là. C'est de la critique, c'est pas de la rupture, c'est de la critique. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment le rôle de la philosophie et du philosophe dans l'entreprise que de réinsuffler de l'esprit critique, de la pensée critique, c'est-à-dire de la réflexivité, de la capacité à se remettre en question, à se reprendre pour se corriger. Ce qui permet de développer justement de l'agilité dans les organisations. Or, le danger dont on parle depuis un certain temps ici, avec les algorithmes, c'est que ça pousse à aller dans une certaine direction, à trouver la rationalité, mais dans un sens. Mais l'algorithme, lui, il n'est pas capable justement de se corriger, de se reprendre, etc. Donc il y a un vrai danger, excusez-moi. Oui. On est désapproprié. Parce que le philosophe veut qu'on s'approprie finalement notre propre conscience, nos pensées. Là, on perd tout ça. Oui, mais on ne le peut en entreprise que parce que d'abord, en entreprise, on a été abéti.
il n'y a pas de pensée critique. Toutes les formations en entreprise sont des formations techniques. C'est vrai. Pour la quasi-totalité, les humanités en tant que telles n'y ont pas leur place. C'est hors les murs, on est d'accord. C'est hors les murs. Sauf avec votre présence quand vous y allez. Et on obtient justement, et avec les mêmes causes, on obtient les mêmes effets. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas, une entreprise ne se donnera pas les moyens de réinsuffler de la pensée critique en interne, que ce soit dans ses formations ou que ce soit par l'institutionnalisation d'une fonction critique dans l'entreprise, on obtiendra les mêmes effets. C'était un plaisir de vous accueillir. Je serais resté encore plus longtemps. J'ai envie de vous dire que si je croise Mark Zuckerberg, imaginons, je lui propose que vous veniez chez lui. Ah oui, moi je voudrais bien parler avec lui, ça c'est sûr. On sent que vous avez ce désir aussi d'ouvrir un débat avec ces jeunes tycoons de la tech. C'est clair, parce qu'ils ont changé le monde et c'est dommage de ne pas être là-dedans. Ça manque de philosophie finalement, d'un esprit critique. Oui, mais bon, on connaît bien les États-Unis, ils ne fonctionnent pas comme chez nous, c'est sûr. Oui, le pays des Lumières, le pays des philosophes. Bon, à part Benjamin Franklin, je crois que... Oui. Luc de Brabander, Petite philosophie des arguments fallacieux, ça c'est votre dernier livre, et puis il y a ce travail que vous faites sur l'image et dont vous parliez tout à l'heure, qui est passionnant en faisant référence à Magritte. Et puis je précise évidemment, Thibaut Brière, que 10 clés pour le travail à distance, on est en plein dedans, lisez-le, il est coécrit avec Caroline Del Torchio, parce que si je la cite pas, elle me fera la tête, et c'était important de le signaler, elle était venue sur notre plateau. C'était un plaisir de vous accueillir, messieurs. Venez le plus souvent possible, faire des débats avec nous, avec des chefs d'entreprise, avec des DRH. On peut faire une série, thème par thème. Par thème. D'ailleurs, je précise que ce livre-là rentre dans une collection. C'est une collection évidemment très riche. Et le dernier, c'est Petite philosophie des arguments fallacieux. C'était un plaisir de vous accueillir. On termine par Fenêtre sur l'emploi avec les services civiques. Alors ça, tout le monde connaît, bien entendu, mais c'est le service civique intergénérationnel. Ça, c'est très important et on en parle dans quelques instants. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Sur l'emploi avec notre invitée qui me demande si elle garde son masque ou pas. J'ai envie de vous répondre, c'est vous qui décidez, madame. Marie Trélucan, merci d'être avec nous. Présidente du service civique Solidarité Senior et fondatrice d'Unicité. Alors Unicité, c'est quelque chose de très 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 connu évidemment, qui est la première association pionnière en matière de service civique. On connaît le service civique, il s'est développé, ça marche bien. Qu'est-ce que le service civique intergénérationnel? Expliquez-nous. C'est simple, nous sommes partis d'un constat triste que 900 000 personnes âgées sont isolées, souvent avec très peu de relations avec même leur famille, peu de liens intergénérationnels. 300 000 sont même considérés dans le dernier rapport de l'association Petits Frères des Pauvres en risque de mort sociale, tellement ils sont isolés. On l'a vécu avec la fermeture des EHPAD et les angoisses de ces personnes. On parle des établissements, mais il y a le domicile aussi, des gens qui vivent seuls à domicile. Et on avait quelques centaines de jeunes en service civique depuis des années à Unicité et ailleurs, dans les réseaux, Croix-Rouge, qui se mobilisaient auprès de ces personnes. Mais pour toucher les 900 000 personnes isolées, il faudrait des milliers de jeunes. Et donc l'idée du service civique Solidarité Senior, que j'ai effectivement sur mon masque, c'est que le groupe Malakoff Humanis, dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agir Carco, nous a donné la possibilité de passer à l'échelle et de passer de... Vous confie cette mission incroyable? Nous donne les moyens financiers, en complément de ceux apportés par l'État, d'avoir des milliers de jeunes au lieu d'en avoir des centaines. Pour être concret, la mission de ces jeunes qui vont s'engager dans ce service civique, alors que je l'appelle intergénérationnel, mais qui s'appelle Solidarité Senior, parce que c'est la vraie marque, j'avais un peu modifié le punchline, ça va consister en quoi? C'est simple, des jeunes vont être recrutés à la fois, ça a commencé, par des établissements d'accueil de personnes âgées, des EHPAD, on appelle ça, des résidences seniors, des associations d'aide à domicile, des associations de solidarité, les Petits Frères des Pauvres font partie évidemment des partenaires, Unicité parfois, des villes, des communes, des centres communaux d'action sociale, pour aller soit rendre visite à des personnes âgées isolées à domicile, permettre à certaines, par exemple, de sortir un petit peu, donc de faire des
évidemment balade, les gestes barrières, bien mais sûr. faire une petite balade, Ouais, s'aérer un peu. sortir, s'aérer, faire des activités même à domicile. Pas de soins médicaux, on est bien Pas clair du là-dessus. tout, Non, mais c'est important de l'entendre. Rien d'administratif et rien de médical, c'est vraiment en soutien. Donc certains jeunes à domicile et puis d'autres dans des établissements. Donc là, en soutien au personnel professionnel, les soignants notamment. Donc pour des activités alors collectives dans le contexte Covid, il y en a beaucoup moins, c'est plus compliqué. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont isolés en chambre. Donc c'est aussi de la visite, entre guillemets, à domicile, dans les chambres pour lutter contre l'isolement de certaines personnes en établissement. J'imagine Unicité, qui est une association qui est très très vigilante, sera évidemment vigilante que ces jeunes de service civique ne remplacent pas un emploi. Exactement. C'est un vrai sujet quand même. C'est le La vrai tentation sujet. des structures privées qui disent mais au lieu de prendre un salarié, je vais prendre un service civique, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, On l'a vu, c'est... Et le service civique, c'est vrai que ça n'est ni un stage ni un emploi. C'est indemnisé, certes, mais 580 à 680 euros par mois pour les jeunes. Donc, et ça doit être avant tout une expérience d'utilité sociale, d'engagement et de formation. Donc il y a beaucoup de formations qui vont être proposées aux jeunes en amont, au début de leur mission, tout au long des échanges de pratiques, des rassemblements entre jeunes. Les tuteurs, c'est-à-dire les encadrants, vont être formés. Donc ça, c'est la réponse à la question comment on va veiller à ce que ce ne soit pas n'importe quoi. Il y a l'après pour ces services civiques. On sait qu'il y a comme un secteur en tension qui est le secteur de l'aide à la personne, notamment aux personnes âgées. Est-ce qu'il y a aussi cette idée derrière, pour certains d'entre eux, de pouvoir les accompagner pour aller vers ces métiers qui sont en tension, il faut le dire? Ça peut être un tremplin. Alors, ça peut être un tremplin, c'est évidemment pas un critère de sélection. Les jeunes qui veulent juste faire une pause, s'engager, découvrir, aider, allez-y. Allez-y. Ouais. En revanche, il est prévu dans le parcours, puisque c'est 8 mois en moyenne, le service civique, qu'ils aient une présentation des différents métiers, des évolutions même de carrière possibles dans le secteur. Pour se dire, des formations, exactement. Il y a même des forums régionaux qui vont être organisés en région pour qu'ils découvrent les formations, les métiers, et ceux qui n'ont pas envie d'aller dans le secteur pourront continuer bénévolement, à s'engager aussi bénévolement. Mais oui, c'est un tremplin pour l'insertion professionnelle. Marie Tréducan, aujourd'hui, il nous reste 1 minute 30. On a bien compris votre message. Pour faire passer le message plus directement à ceux qui nous regardent, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Parce que Unicité, c'est l'association pionnière en matière de service civique. Vous êtes, j'allais dire, leader, si on veut utiliser des mots d'entreprise, leader sur cette question. De quoi vous avez besoin là? Alors, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas que Unicité, c'est une nouvelle structure. J'ai bien vu. Une mobilisation collective avec beaucoup de tous les d'acteurs acteurs associatifs, et vous les avez évoqués tout à l'heure. Voilà, donc le besoin est partagé de tous ces acteurs qui ont envie d'aider. Il y a un site qui s'appelle sc-solidaritéssenior.fr. sc-senior-solidarité.fr. Allez-y. Allez-y, que vous soyez jeune. Donc on a besoin des jeunes, en gros, des jeunes qui ont envie de s'engager. Venez, et on a besoin que les structures du grand âge, les EHPAD, les résidences seniors, accueillent ces jeunes-là, et on sera l'intermédiaire qui fera le lien et permettra la qualité. Là, vous êtes en train de rassembler l'offre et la demande. On en est où là concrètement là On en est que notre cible, c'est 2000 jeunes d'ici juin. On en est déjà à plus de 1300. Donc, et ensuite, il faut les établissements pour les accueillir. On peut démultiplier avec le groupe Malakoff Humanis et Agir Carco. Le but, c'est 10 000 jeunes d'ici 3 ans. Donc il y a vraiment un boulevard de besoins et un boulevard de possibilités, et pour les jeunes et pour les structures. Si vous voulez vous rendre utile en service civique, c'est ça. En direction des personnes âgées pour vivre des moments aussi intéressants, parce que c'est toujours aussi un échange intéressant quand la personne est valide, ou en tout cas a encore toute sa tête, de pouvoir avoir cet échange incroyable. Et le taux de plaisir et de satisfaction côté personnes âgées est énorme. Des deux côtés. Exactement, et côté des jeunes aussi qui ressortent très grandis de cette expérience. C'est une belle chose à faire et à engager pour 6-8 mois. Merci Marie Tréducan d'être venue, présidente du service civique Solidarité Senior. J'ai bien dit, vous avez vu, il est sur votre masque, c'est pour ça qu'elle a gardé son masque. Voilà, on saura tout. Non, c'est aussi parce qu'on respecte les consignes. Mais vous avez bien raison, on était à bonne distance. Fondatrice d'Unicité, qui est depuis 1995 le leader en matière de service civique en France. C'est un plaisir de vous accueillir pour terminer l'émission, et puis allez vous ruer sur le site internet qu'on vous a donné. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission, bien entendu. Merci à Axel Poulou à la réalisation, merci à Héloïse Merlin au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, et merci à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a fait de la philosophie, je regarde plus le monde pareil. Vous avez vu, je suis totalement bouleversé. Je serai là demain, évidemment, en direct. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, évidemment. À demain. Bye bye.